Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le pape Jean-Paul II lève le mystère en dévoilant le troisième secret de Fatima devant plusieurs centaines de milliers de pèlerins. Cérémonie ce matin de béatification des deux jeunes bergers. Journée de négociation au 5e jour de la grève des convoyeurs de fonds. Depuis ce matin, réunion entre syndicats et direction, alors que plus de 40% des distributeurs sont à court de billets. Manifestation des chasseurs dans plusieurs villes de France, une forte mobilisation à Toulon, à Rouen et à Bordeaux pour dire leur hostilité au projet de loi que doivent discuter les sénateurs. Le Festival de Cannes avec l'arrivée aujourd'hui de George Clooney, sans doute le meilleur rôle pour l'acteur américain mis en scène et en valeur par les frères Cohen. Et puis dans ce journal, nous retrouverons également la jeune actrice révélée à Cannes l'an passé, Émilie Dequesne. Pour Rosetta, elle avait obtenu le prix d'interprétation, un premier film, une première récompense. Émilie Dequesne nous dira comment elle a vécu cette année. Elle est en direct dans cette édition. Ouvrons donc ce journal avec au Portugal, devant des centaines de milliers de fidèles, la révélation du troisième secret de Fatima. Le Vatican a finalement décidé de dévoiler l'intégralité du message que la Vierge aurait annoncé aux jeunes bergers il y a plus de 80 ans, mettant ainsi un terme aux hypothèses les plus folles. Quelques heures auparavant, Jean-Paul II avait célébré la cérémonie de béatification, entourée par la ferveur et la piété des pèlerins, en ce 13 mai, jour hautement symbolique, puisque le Saint-Père avait échappé à la mort lors d'un attentat en 80. Sur place, nos envoyés spéciaux, Isabelle Stess, Dominique Merlin. Depuis longtemps, sœur Lucie partage le secret avec Jean-Paul II. À 93 ans, elle est l'unique survivante des 3 petits bergers. Et c'est à elle que la Vierge aurait confié ses prophéties en 1917, dont le fameux troisième secret que sœur Lucie, devenue carmélite, avait transmis au Vatican en 1950. Et c'est devant des milliers de fidèles qui assistaient à Fatima à la béatification de Jacinthe et François que le pape a enfin décidé de lever le mystère sur la dernière vision de la Vierge telle que l'a racontée sœur Lucie. Un évêque vêtu de blanc et qui tombe à terre sous les coups d'une arme à feu, un secret que Jean-Paul II connaissait au moment de l'attentat en 1981. Je me rappelle qu'un jour après l'assassination à Rome, pendant qu'il était alors dans l'hôpital, il a demandé les documents pour les lire encore une fois. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que ce message le concernait lui personnellement. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Un message d'autant plus symbolique, 19 ans jour pour jour après l'attentat de la place Saint-Pierre. Jean-Paul II est convaincu que c'est la Vierge qui lui a sauvé la vie. Un des projectiles est d'ailleurs serti dans la couronne. Aujourd'hui à Fatima, le pape l'a une nouvelle fois remercié, tout comme il a rendu un vibrant hommage aux petits bergers, bienheureux messagers des prophéties de la Vierge. C'est sans doute en raison de sa profonde dévotion à la Vierge que Jean-Paul II a finalement choisi de lever le mystère autour du fameux troisième secret, ici même à Fatima, et 19 ans jour pour jour après l'attentat de la place Saint-Pierre. Le Vatican devrait maintenant publier le message dans les jours qui viennent, à l'attention des fidèles. Depuis ce matin, des négociations marathon entre les représentants des convoyeurs de fonds et le patronat. Tout faire pour sortir de la crise au 5e jour du conflit où la pénurie d'argent liquide devient préoccupante. Au ministère des Transports cet après-midi, de nouvelles propositions avec notamment l'augmentation à 3 000 francs de la prime annuelle dès cette année. Proposition qui laisse espérer une issue favorable. Le point de la situation, Gilles Marinet, José Boulestex. Cela fait 10 heures maintenant qu'au ministère des Transports, patronat et syndicats tentent de trouver un accord. La négociation s'éternise, elle ne laisse rien présager de bon aux yeux des quelques grévistes venus soutenir leurs délégués. Le pessimisme s'installe. Comme c'est nous qui montons dans les camions, on ne reprendra pas et ça restera comme ça. Et puis voilà. C'est que lundi, on va faire un mot d'ordre de grève nationale et là, voilà, on va faire bouger encore plus ça va chauffer. Quoi. Il faut amplifier. Il faut que tout le monde s'arrête. Direct. Quitte à coincer tout le monde, quitte à coincer tous les dépôts, toutes les banques de France, il faut le faire. Quitte à bloquer les banques, on le fera, c'est pas grave. La négociation bute sur la question des salaires, devenue au fil des jours de grève la revendication essentielle. C'est 1 500 francs minimum par mois. Et si la négociation échoue?
Ah ben on va aller jusqu'au bout. Hein. Maintenant on n'a plus rien à perdre, on va aller au bout. Hein. On va pas reprendre avec rien. Déjà on a refusé les 2000 francs annuels parce que ça fait 166 francs par mois, mais on va jusqu'au bout. Hein. Les patrons ont proposé une prime annuelle de 3 000 francs, qu'ils s'engagent à doubler d'ici 2002. Insuffisant, viennent de faire savoir les syndicats, mais le dialogue n'est pas rompu pour autant. Notre volonté, pour l'instant, c'est d'aboutir. Même si on doit y passer la nuit, même si on doit y passer le week-end, nous continuerons, nous voulons aboutir, sous la réserve, bien entendu, que tout le monde se montre raisonnable à ce niveau. Les syndicats n'envisagent pas pour l'instant de quitter la table des négociations, d'autant que la grève commence à porter ses effets. De plus en plus de distributeurs automatiques sont à sec. Et en effet, si les estimations sont incertaines, on considère ce soir que près de 40% des distributeurs automatiques sont à court de billets, une situation qui varie bien sûr selon les régions. Reste que l'argent liquide vient à manquer, avec des répercussions chez les petits commerçants qui n'arrivent plus à rendre la monnaie, ou encore dans les hypermarchés, comme en témoigne ce reportage de Jean-Bernard Schmitt et d'Émilie Lançon. Monsieur, votre monnaie quand même. Sa monnaie justement, mieux vaut ne pas l'oublier ces jours-ci, car elle se fait rare, même dans ce magasin, malgré les apparences. En l'absence de liquidité, les clients sont invités à utiliser les grands moyens de paiement. Non, pour des courses comme ça, habituellement, non, je paye en liquide, mais là, j'ai pas trouvé d'argent distributeur ce matin. Une livre, une gariguette. Des chèques d'ordinaire peu prisés par les commerçants, mais qui finissent par avoir un effet surprenant. Les gens achètent plus parce qu'ils ne peuvent pas faire des chèques pour 10 ou 20 francs, donc ils achètent plus que ce dont ils ont besoin, voilà. Des chèques là-bas et cartes bancaires ici. Elles sont acceptées dès 5 francs, faute de mieux. Je suis obligé de demander la pointe, parce que je peux pas. J'ai plus du tout de monnaie. L'objectif donc, éviter que les clients ne payent en liquide. Sans convoyeur, il faut garder les billets et cela peut s'avérer dangereux. La direction générale financière a pris des mesures pour effectivement augmenter le montant d'assurance des coffres qui nous permet effectivement de garder cet argent qui pour l'instant donc ne part pas. Dans la rue, la chasse aux distributeurs garnis continue. Un tiers des machines seraient déjà vides, mais surtout pas d'affolement. Si par hasard il y avait des problèmes plus tard, on prendrait des mesures exceptionnelles aidées par la Banque de France. Donc je pense que les distributeurs automatiques de billets seront approvisionnés. Jusqu'à lundi matin, les consommateurs n'ont plus d'autre issue que les distributeurs s'ils veulent de l'argent liquide. Le seul problème, c'est de trouver les bons. La détermination des chasseurs ne faiblit pas dans plusieurs régions de France. Forte mobilisation contre le projet de loi qui sera débattu par les sénateurs la semaine prochaine. Ce projet adopté de justesse par les députés en première lecture provoque l'hostilité des chasseurs qui ont marqué leur opposition, comme ici à Rouen et à Privas où plusieurs milliers d'entre eux sont descendus dans la rue. Ils étaient un peu plus d'1 millier à Rouen venus manifester dans le calme et souvent en famille, près de 5 000 dans le Var. Même revendication à Bordeaux où près de 10 000 manifestants étaient réunis depuis ce matin. Un cortège rythmé au son des pétards et des corps de chasse en présence de Jean Saint-Josse. Un défilé à forte connotation politique dans cette région où l'on se bat notamment pour conserver ses traditions avec la chasse à la tourterelle. Reportage David Bazier, Vincent Dubourquer. Un chasseur qui manifeste, c'est avant tout un électeur. Ils étaient 8 à 10 000 à Bordeaux pour tenter de faire pression sur les hommes politiques. Jean Saint-Josse était là, le leader de Chasse-Pêche Nature Tradition, est venu fustiger les députés qui ont voté en faveur du projet de loi sur la chasse de Dominique Voynet. La détermination qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de rappeler aux élus politiques que quand on dit blanc, on fait blanc. Quand on dit blanc, on ne fait pas noir. Que les promesses d'avant-élection, on n'en veut plus. Que les promesses doivent être tenues. Car les chasseurs ont pris comme une trahison l'introduction dans le projet de loi d'un jour de non-chasse et contestent les dates fixées pour la chasse aux oiseaux migrateurs. Ils espèrent que ces 2 points seront modifiés lorsque le texte passera au Sénat. Nous misons sur les sénateurs, c'est vrai, mais nous misons aussi sur tous les politiques qui doivent abandonner un vote sectaire, un vote politique en tant que tel, et on doit arriver à un vote de bon sens, un vote de consensualité. Le message est clair, à l'approche d'échéances électorales, attention au vote chasseur. Une vieille recette connue des écharpes tricolores du Sud-Ouest. Xavier Pinta est l'un des animateurs du lobby chasse au Sénat.
C'est bien connu, le Sénat va montrer aujourd'hui son utilité pour améliorer les lois et améliorer les choses. Et je crois que la loi de l'Assemblée nationale est très perfectible. Mais les sénateurs n'auront pas forcément le dernier mot. Chasse, pêche, nature, tradition le sait et prépare déjà les élections municipales. Autre manifestation, celle-ci à Paris. Les sursitaires n'ont pas été rassurés par les propos de Lionel Jospin hier, qui évoquait une certaine bienveillance pour ceux qui avaient un emploi stable. Plusieurs milliers de jeunes contre le service national, jugeant démagogique le discours du Premier ministre. Un mot d'ordre, ne pas être les derniers des cons, autrement dit les derniers à être appelés sous les drapeaux avant la suppression du service militaire en 2002. Dorothée Cochard, Yann Schickel. S'ils font des pompes, c'est juste par dérision. Les sursitaires n'ont pas le cœur à rire, le service militaire, ils pensaient bien l'éviter. Rien n'est moins sûr. Exemple, Madani, 24 ans, étudiant en sciences politiques. Quand il se présente il y a 6 ans au bureau du service national, on le lui affirme, le service militaire doit bientôt disparaître. En demandant des reports, il y échappera. Erreur. Aujourd'hui, l'armée l'appelle, Madani veut faire une thèse, il est boursier. Pour lui, partir maintenant au service militaire, c'est une catastrophe. Ça signifie une coupure et perdre le bénéfice de bourse, des bourses qui durent sur 2 ans. Si je n'ai pas cette bourse, je ne peux pas faire ma thèse. Si je veux au service national, j'abandonne ma thèse. Autre sursitaire, autre histoire, Mathieu. Lui travaille déjà, il est spécialisé dans les nouvelles technologies. Pour moi, à partir d'10 mois, ça veut dire que je ne serai plus à jour quand je reviendrai, parce que les technologies auront évolué, ça veut dire que j'aurai plus mon travail actuel. Hier, Lionel Jospin a tenté de calmer les esprits en assurant que les titulaires d'un emploi bénéficieraient de reports. Mais pour les sursitaires, ce sont des paroles démagogiques, elles ne répondent pas à leurs principales revendications. Nous, on souhaite la fin du service national obligatoire, on souhaite que les appelés soient des volontaires et on souhaite être attachés surtout au droit commun, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une justice pour ceux qui sont nés avant 79 et ceux nés après 79. Les sursitaires l'affirment, ils ne lâcheront pas prise. Ils rappellent aux politiques qu'ils sont en tout 300 000, un électorat non négligeable. Le ministère de la Défense doit recevoir une délégation dès le début de la semaine prochaine. Après Philippe Séguin et Édouard Balladur, c'était en fin de journée au tour de Françoise de Panafieux d'être reçue à l'Élysée. On dit qu'il y a plusieurs soutiens, arrivés donc devant les caméras de celle qui espère encore être désignée comme celle qui fera la bataille de Paris. Le débat sur le quinquennat dans tous les esprits cette semaine, un thème largement d'actualité avec le pouls de l'opinion publique à travers ce sondage IFOP Journal du dimanche à paraître demain. 75% des Français voteraient oui si un référendum sur le quinquennat était organisé aujourd'hui. Il serait 16% à s'y opposer, 9% ne se prononcent pas. Le quinquennat encore et toujours, lors de la convention du Parti socialiste sur les municipales, François Hollande en a profité pour ironiser sur la position de Jacques Chirac qui a évolué en la matière. Mais l'essentiel de la réunion devant les militants avait pour objet les candidatures aux prochaines municipales. Jeff Wittenberg et Christian Gallet. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, le Parti socialiste a donc désormais ses têtes. Voilà le quatuor. Autour de François Hollande, ces 4 hommes ont 2 points communs. Premièrement, chacun d'eux s'attaque à une forteresse tenue par la droite. Deuxièmement, tous les 4 sont des élus locaux, peu connus sur la scène nationale ou à la notoriété récente. Pas de parachutage, pas de poids lourd dans les grandes villes, une stratégie, on dit certains, trop modeste. À mon avis, il vaut mieux aujourd'hui être enraciné sur le terrain que apparaître simplement comme une danseuse de la politique. Poids lourd, poids léger, faites attention sur la distance aux candidats provisoires et aux candidats dont la lourdeur est surtout dans les mots. Quelques épines tout de même dans ce bouquet de candidats. À Strasbourg, Catherine Trottmann aura peut-être sur sa route un adversaire socialiste dissident, l'actuel maire. À Marseille, l'affaire des fausses cartes fait plutôt désordre au moment où Marius Mas, le prétendant fraîchement investi, tente de se faire connaître. Pas de quoi altérer l'humeur du Premier ministre venu ce matin faire une sorte de revue d'effectifs. Un Lionel Jospin d'ailleurs intéressé par la procédure de désignation des candidats. Oui, mais à droite. Ils viennent de découvrir le principe aristocratique, puisque maintenant c'est dans des commissions que des barons, parfois une baronne pour faire bon poids, se réunissent pour départager les candidats. Les militants n'ont pas encore été convoqués à cette cérémonie. Deuxième offensive du jour, la plus sérieuse, le quinquennat. Le PS souhaite cette réforme, constate que Jacques Chirac y est désormais favorable et ironise. Alain Juppé le pousse, nous dit-on ce matin, à prendre une initiative. C'est bien. Il lui avait déjà donné un bon conseil en 1997.
Bref, si tout le monde est d'accord pour aller vers le quinquennat, chaque camp veut aussi éviter qu'une telle réforme, a priori populaire, permette à l'adversaire de marquer un point. D'où le ton très offensif employé aujourd'hui par Lionel Jospin et ses troupes. Il ne sera fait aucun cadeau, ni à la droite, ni à Jacques Chirac. Réunion aujourd'hui à Paris des secrétaires départementaux du RPF que Charles Pasqua veut reprendre en main. Il propose une réforme des statuts de ce parti qui lui accorderait davantage de pouvoir, une façon de faire face et de contrer l'offensive des amis de Philippe de Villiers. Reportage Laurent Hakim et Didier Rancoeur. Cela aurait pu être l'occasion d'un vrai rassemblement des différentes sensibilités du RPF. Mais après les déchirures de ces derniers mois entre pasquoyens et villiéristes, le mouvement est apparu tout au plus rapiécé. 2/3 des secrétaires départementaux réunis aujourd'hui sont proches de Philippe de Villiers, mais Charles Pasqua et les siens ont décidé de donner un tour de vis avec un rappel du patron au règlement. Nous avons eu un débat que j'ai engagé pour rappeler quelle était la ligne arrêtée par notre mouvement et qu'elle serait soutenue sans concession. Au bout de la salle, William Abitbol se morfond. Jusqu'ici proche de Charles Pasqua, il a déclaré il y a quelques jours que le RPF était moribond, mais son désaccord est balayé en quelques mots avec la puce à la clé. Je ne crois pas du tout que le RPF soit mort. Je crois qu'on peut toujours faire ce genre d'analyse et l'accommoder de propos plus ou moins brillants. Le porte-parole du mouvement fulmine, mais il restera muet. Jean-Charles Marchiani, qui incarne une tendance très à droite du RPF, fait le constat de la crise. Il y a des problèmes, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, oui. Et alors, vous connaissez les partis qui n'ont pas de problème? Il n'y a que le Parti communiste qui n'a pas de problème. Vous avez vu dans quel état il a fini. Quant à Philippe de Villiers, vice-président du mouvement, il pense que toutes les opinions ont droit de citer. C'est normal, il y a une richesse de personnalité, mais chacun s'exprime. Viens t'expliquer. Charles Pasqua, seul vrai patron du mouvement, le message est passé et pour éviter tout nouvel écart de discipline au RPF qui pourrait faire de l'ombre à sa candidature à l'Elysée, il va réformer les statuts histoire de se donner encore un peu plus de pouvoir. Dans l'actualité de ce samedi, la situation extrêmement confuse aux Philippines. Seule certitude pour l'instant, les rebelles ont refusé aujourd'hui encore de libérer l'otage allemande dont l'état de santé se dégrade chaque jour un peu plus. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Frédéric Pasquette. La journée a commencé dans une ambiance apparemment détendue. Tous les négociateurs sont là, ils visitent un hôtel, ils plaisantent, mais ce programme se déroule tout de même sous haute sécurité. Les hommes dans les véhicules sont ceux qui négocient la libération des otages et l'otage allemande, disent-ils, doit être libéré dans quelques heures. Les commandos de l'armée philippine sont déployés dans le centre-ville. C'est l'effervescence comme avant un événement crucial. Nour Missuari, l'un des négociateurs, est à l'origine de ce vent que l'on croit alors de liberté. Il nous a dit que le premier otage serait libéré ce matin. Et comme il fait partie de notre équipe, on a cru à cette information. Une ambulance a même quitté la ville par cette route qui tout de suite après a été interdite aux journalistes. La version officielle, l'équipe médicale allait chercher l'Allemande chez les ravisseurs. Quelques heures plus tard, l'échec est avéré, les négociateurs sont de retour, personne n'a été libéré. Les émissaires ont discuté d'un certain nombre de choses avec les ravisseurs, notamment pour établir les bases de la négociation. Une de leurs demandes est le retrait total de l'armée, là où auront lieu les prochaines discussions. Les ravisseurs ont également remis 2 lettres aux négociateurs à l'attention du président. Hier, ils avaient donné aux émissaires 7 lettres, écrites par les otages pour leurs familles. Ce sont les seuls éléments concrets d'une négociation qui, dans les faits, n'a toujours pas commencé. Nous avons demandé ce soir à l'émissaire libyen si l'otage allemande pouvait être libéré dès demain. Sa réponse a été très claire, il a dit non. Il a même précisé qu'il faudra attendre plusieurs jours, attendre le début réel des négociations. Au nord de la Serbie, un attentat contre le chef du gouvernement de la province de Vojvodine, alors que ce proche du pouvoir de Belgrade visitait une foire agricole internationale. Boško Perošević a été abattu par un homme qui a ouvert le feu. Réaction du parti de Milošević qui qualifie de terrorisme cet acte inspiré, dit-il, par l'étranger.
Violente explosion dans un entrepôt de feux d'artifice aux Pays-Bas. Au moins 20 morts selon un bilan provisoire et une centaine de personnes blessées. Un incendie impressionnant qui s'est étendu à une brasserie et à plusieurs maisons voisines. Une cellule de crise a été ouverte. En France, l'Église prêche le pardon et donne l'exemple en réhabilitant Monseigneur Gaillot 5 ans après sa mise à l'écart. L'ancien évêque d'Évreux, personnalité atypique, a rejoint le sein de l'Église lors de cette cérémonie œcuménique à Lyon, avec pour la première fois la présence aux côtés des évêques français de celui qui se bat contre l'exclusion aux côtés des plus pauvres. Monseigneur Gaillot, qui aujourd'hui n'a plus de paroisse. Reportage Sébastien Héroux, Benoît Gadret, Thierry Simonet. De retour parmi les siens, Monseigneur Gaillot ne passe pas inaperçu. Un religieux qui a toujours eu du mal à trouver sa place au sein de l'Église. Depuis 5 ans, sans paroisse, mais aujourd'hui au milieu de tous les évêques français. On ne cherche pas à me ramener dans une fonction, dans un cadre institutionnel, juridique. Ils disent, bon, ben Jacques Gaillot, il est dehors, on le laisse dehors. De toute façon, on ne pourra pas l'enfermer, mais ce qui vit, c'est important. Le 22 janvier 1995, Jacques Gaillot fait ses adieux aux paroissiens d'Évreux. L'évêque français est sanctionné par le Vatican, démis de ses fonctions. Son discours, son attitude déplaisent à Jean-Paul II. Je pense que sanctionner ne sera pas bien perçu par beaucoup de gens, et en particulier de gens qui ont un lien très ténu avec l'Église et qui ont pris des distances vis-à-vis de l'Église. Je pense à eux, plus qu'à moi. À l'époque, cet homme d'église hors norme apparaît partout dans les médias, surtout là où on ne l'attend pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous appelle Monseigneur, on vous appelle Jacques, comment on fait? En 1996, Monseigneur Gaillot occupe de nouveau la scène médiatique. On le voit aux côtés des sans-papiers, il soutient aussi les sans-abri. Il va même jusqu'en Polynésie pour combattre la reprise des essais nucléaires français. Pardonné par les évêques français aujourd'hui à Lyon, Monseigneur Gaillot aimerait désormais être entendu par le Vatican. Pour cette dernière journée de championnat de France de première division, Marseille a devant elle un avenir bien incertain. Comment comprendre cette descente aux enfers alors que l'OM se classait parmi les grands favoris en début d'année? L'enquête de Mickaël Darmon et Christophe Larocca qui évoque la guerre des clans au sein même du club et les liaisons dangereuses. Une boutique franchisée de l'Olympique de Marseille. Jusqu'à la semaine dernière, l'une de ces banales vitrines commerciales était dirigée par un certain Richard Laban. Fiché au grand banditisme, sans casier judiciaire, il a entamé ces jours-ci une peine de 6 ans de prison pour un autre dossier sans rapport avec le football. Cette présence de supporters spéciaux, Jean-Louis Levrault l'a bien connu. Vice-président de l'OM de 88 à 95 sous la houlette de Bernard Tapie, il explique aujourd'hui comment certains agents du milieu marseillais tentent d'influencer la vie du club. Quand une grande équipe de football dans une ville méditerranéenne marche très bien, ben c'est un peu à Marseille comme à Naples. Ces gens-là pensent qu'il peut y avoir de l'argent à gagner avec les produits dérivés, qu'il peut y avoir de l'argent à gagner autour des joueurs, qu'il peut y avoir de l'argent à gagner en attirant les joueurs dans les boîtes de nuit, en les attirant dans les restaurants, en se montrant avec eux, en se faisant photographier avec eux. Par conséquent, ils tournent autour. Le président Yves Marchand, ici au centre, essaye depuis des mois d'écarter un certain entourage. Mais à Marseille, ce type d'opération s'est toujours heurté à des résistances. Moi, je me suis battu pour dégager certaines personnes de l'environnement proche de Tapie, avec son accord, et qu'on est venu dans le bureau me menacer de me casser la tête, et que l'équipe termine 12e du championnat si je voulais faire le ménage autour de Tapie. Donc il faut aussi avoir, ça ne va pas empêcher de maintenir ma position. La place des accrédités illégaux et des passe-droits a été cette année un des aspects cachés de la guerre interne entre le président Yves Marchand et les proches de Roland Courbis. L'ex-entraîneur, personnage atypique, habitué des casinos et limogé en novembre 1999, est en fait toujours soupçonné de tirer les ficelles dans le club. Il n'y a pas de clan Courbis, il n'y a pas de mauvaise fréquentation, il n'y a pas de terrain miné, il n'y a pas de pouvoir de l'ombre. S'il y a un pouvoir de l'ombre dont je maîtrisais justement ce pouvoir-là, au mois de novembre, je vous fais une confidence, je serais resté à l'OM et c'est Marchand qui serait parti. Pourtant, avec ou sans Courbis, il existait bien le soir du match contre Monaco un projet de putsch pour renverser Yves Marchand. La bagarre dans le tunnel aurait pu faire partie d'une tentative de déstabilisation du président. Cette guerre des chefs à tous les échelons du club a précipité la dégringolade sportive.
On a connu tous les problèmes qu'il y a eu avec Roland Courbis et le président Marchand. Donc c'est une saison qui a mal démarré, c'est une saison où Marseille n'était pas sur des bonnes bases et puis petit à petit Marseille s'est écroulé. Maintien de justesse ou descente en D2, le roman noir de l'OM attend son épilogue. Dans la ville, les prières s'affichent partout, car trop d'intérêts de toutes sortes sont en jeu. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé aujourd'hui la nomination d'un délégué national à la vie lycéenne. Jack Lang précise qu'il sera son interlocuteur privilégié auprès des jeunes. Venons-en à cet enthousiasme collectif, voire obsessionnel chez les enfants et qui envahit les cours d'école. La folie pour les Pokémon. Ces petits personnages se collectionnent et s'échangent au point que certains proviseurs en ont interdit l'entrée dans les établissements scolaires. Un phénomène de société qui dépasse le cadre de la France et partout avec cette même frénésie, la Pokémania. Fanny Auvergne, Thierry Breton. À la bourse aux Pokémon, on ne plaisante pas. Interdites dans l'enceinte de l'école depuis un mois, les transactions commencent dès 8 h du matin sur le trottoir, devant la grille. Chacun doit absolument collectionner les 151 cartes du jeu, alors ça rend nerveux. Parce que, par exemple, si moi je vais échanger une carte et lui il veut pas, après il y a de la bagarre. Et comme sur tous les marchés du monde, il faut se méfier des petits malins. Il y en a qui c'est de la contrefaçon, il y en a qui a des cartes qui se décollent et c'est de la contrefaçon. Les cartes s'achètent par paquet de 25 à 60 francs. Certaines sont très rares, les acquérir pour terminer sa collection tourne à l'obsession. Les enfants ont vite fait d'avoir sur eux de 100 à 200 francs de cartes. Ça génère des histoires passionnelles pour bon nombre d'enfants parfois, avec finalement des répercussions y compris sur le travail en classe. Mais les enfants ont des alliés. Pour éviter que les cartes soient confisquées à l'école, on les laisse en lieu sûr. Donc pour pas qu'ils se fassent disputer, c'est moi qui mets dans mes poches. Et je leur rends le soir quand ils partent. Les parents aussi sont mobilisés et harcèlent à leur tour les malheureux libraires en rupture de stock. Mon fils m'a parlé de ça, il m'a dit il faut que tu viennes ici chercher ça. C'est quoi le grand album? Il y en a qui passent tous les jours, il y en a qui appellent le matin, le midi, le soir, c'est perpétuel. En fait, la pénurie est savamment organisée par les fabricants pour faire monter les enchères. Rien de mieux que de créer la rareté. Tous les économistes vous le diront. La première fête du nautisme cette fin de semaine qui devrait attirer un public de curieux et de passionnés autour des bateaux, de la plongée, du kayak, tout ce qui touche à la navigation et au sport nautique. Reportage à Rochefort en Charente-Maritime, François Privat et Philippe Ritten. Voilà, vous avez vu. Baptême douloureux mais réussi pour Rosemary. C'est la première fois aujourd'hui qu'elle embarque à bord d'un voilier. Tu vois, tu vas redégonfler. Pousse. Voilà. Là, tu as une bonne risée. Normalement, on devrait filer. Voilà. C'est pas toujours évident de sentir le vent. De temps en temps, on le sent dans les voiles. Donc, je vois ce qu'il y a à faire. Mais tout d'un coup, quand le vent tombe, là, ça devient la panique. Je sais plus ce qu'il y a à faire, mais bon, c'est sympa. Et tous les moyens sont bons pour naviguer à l'occasion de cette première fête du nautisme. Sur les côtes françaises, plusieurs centaines d'animations gratuites, comme la plongée. Non sans anxiété, Merwan écoute attentivement les dernières consignes. Si je te pose cette question, voilà, exactement. Très bien. Et ce n'est pas le grand bond dans le grand bleu, mais plus modestement une première expérience qui ne laisse pas indifférent au point de confondre palme et nageoire. On a l'impression de quoi? D'être un poisson. Les nageoires, je m'en servais même pas. Je savais même pas à quoi ça me servait les nageoires, franchement. Sur l'eau, panne de vent pour des profanes quelque peu désorientés. La grande voile, on ne sait jamais de quel côté elle doit être. Alors toutes les 30 secondes, on change de place. On ne sait pas en fait. On ne nage pas, on profite du soleil. Jusqu'à demain soir, si le vent fait vraiment défaut, on peut aussi s'essayer à la rame. À Cannes, l'arrivée très médiatique de George Clooney qui présente l'un des films qui, selon lui donne l'occasion de montrer ce qu'il sait faire, mise en image et en valeur par le talent des frères Cohen déjà primés. Il s'agit d'une adaptation très libre de l'Odyssée d'Homère. Reportage Pascal Deschamps, Nathalie Gallet.
Mais pourquoi vous êtes allé chercher George Clooney? C'était juste après que Mel Gibson nous dise non. George Clooney découvre la Croisette et tous ceux qui viendront 9 heures plus tard acclamer rien de moins qu'une star. George Clooney découvre Cannes et son festival aux côtés des frères Cohen, abonnés au prix. Cannes et sa prestigieuse compétition. J'ai l'impression que quand on se pointe et qu'on n'est pas en compétition, on s'excuse presque d'être là. C'est comme si c'était pas sérieux, du genre « Regardez-nous bien ». On est juste là parce qu'on a une tête connue. George Clooney a d'abord découvert avec délice le script des Cohen, l'histoire d'un évadé du nom d'Ulysse qui cherche à rejoindre sa Pénélope, rencontrera un cyclope et des sirènes. Any you boys, Smithies. Or, if not Smithies per se, were you otherwise trained in the metallurgic arts before straitened circumstances forced you into life aimless wanders? C'était un défi de tourner avec les Cohen? Oh oui, c'est un défi. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile de jouer dans un film avec un mauvais scénario. Ça vous est déjà arrivé? Oh, la plupart des films que j'ai faits. You stole from my kin, who was fixing to betray us. You didn't know that at the time, so I borrowed it till I did know. That don't make no sense. Pete, it's a fool who looks for logic in the chambers of the human heart. Vous savez combien vous avez de marches à monter au palais? Vous êtes déjà venu 6 fois. Je devrais le savoir. 24. On va vérifier tout ça tout à l'heure. Hein. 24? Et il faut que je les monte vite? Il semble bien que George Clooney ait pris son temps ce soir et savouré ce moment. Fier de montrer avec ce film qu'une star du grand comme du petit écran peut défendre avec intelligence les couleurs d'un autre cinéma américain. Émilie Dequesne, son nom vous a peut-être échappé, pourtant il y a un an, cette jeune fille, toute jeune fille, était récompensée pour son interprétation dans Rosetta des frères Dardenne, un parcours à l'époque digne d'un conte de fées, première audition, premier film, première récompense. Un an après donc, Émilie revient à Cannes, qu'il avait si bien célébré. Reportage Antoine Cormery, Éric Delagneau. Vous l'avez reconnue, les garçons? Oui. C'est qui? Émilie, je sais pas qui là. Émilie comment? Dequesne. Émilie comment? Émilie Dequesne, donc, 18 ans, fait son grand retour sur la Croisette. Arrivée dans un anonymat total l'an dernier, la voilà traitée à l'égal des stars, avec force hélico, limousine et palace. C'est la Croisette, c'est Cannes, c'est le cinéma. C'est ma passion, donc c'est revenir ici, ça stimule, ça c'est bien, c'est génial. C'était donc il y a tout juste un an. Émilie Dequesne dans Rosetta. Premier film, premier rôle, premier festival, et au nez et à la barbe d'actrice pourtant confirmée, un prix d'interprétation et une palme d'or pour l'inoubliable Rosetta des frères Dardenne. C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle, une seconde. Et puis, je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance. Et le rêve continue pour la jeune actrice belge. Très loin de l'univers âpre de Rosetta, elle tourne en ce moment Le Pacte des loups, un film en costume sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Un film de Christophe Gans qui sortira en octobre. Pas de compétition donc cette année, pas de récompense, pas de larmes non plus. Juste une visite de promotion, en bonne professionnelle qu'elle est désormais. Émilie Dequesne, bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Il y a de l'émotion, peut-être de l'excitation de revenir au festival? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation, toujours beaucoup d'anxiété, le cœur qui bat parce que c'est vraiment une ambiance plus qu'agréable et pour y travailler. Et c'est Cannes, quoi. Émilie, est-ce que vous aviez revu ces images que nous venons de montrer de vous recevant votre récompense, le prix d'interprétation? Vous les aviez revues? Étant donné que la famille était très très fière, je l'ai revu beaucoup de fois à la maison, ils l'ont repassé énormément de fois. Mais c'est toujours très très émouvant de les revoir, évidemment. Comment vous avez réussi depuis à garder la tête froide et peut-être les pieds sur terre?
Quand on a une famille stable, des amis, quand on a ses bases, je crois que c'est la seule chose qu'on peut pas nous enlever. Puis voilà, la famille c'est vraiment important, et puis d'être bien entouré au niveau du travail aussi. Alors justement, comment s'est déroulé cette année? J'imagine que les propositions ont dû se multiplier. Un peu, oui, beaucoup même. Cette année, ce qui s'est passé après Cannes, voilà, j'ai trouvé un agent qui s'est occupé de moi et qui m'a aidé à faire de bons choix, et j'ai pris le temps avant de choisir quelque chose, parce que je voulais quelque chose d'intéressant et qui soit surprenant aussi. Je pense avoir fait le bon choix. Et puis voilà, maintenant je travaille encore. Et quelle est votre philosophie aujourd'hui? Est-ce qu'au fond c'est tenter de montrer que Rosetta, ça n'était pas un hasard? C'est ça? Pardon? Quelle est votre philosophie aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de montrer que Rosetta, que ce rôle, ce film, ça n'était pas un hasard dans votre très jeune carrière? Disons que certes, c'était pas un hasard, c'était une série de bonnes rencontres au bon moment. J'ai voulu ça toute ma vie, depuis que je suis toute petite. Donc j'ai suivi énormément de cours de théâtre. Et étant donné que j'ai terminé les études, le bac, etc. un peu tôt, je voulais rentrer au conservatoire. Et étant donné que j'étais trop jeune, il a fallu que j'attende. Et puis finalement, je suis tombée sur le casting de Rosetta sans prévoir ce qui pourrait m'arriver ici sur la Croisette. Alors, est-ce qu'un prix d'interprétation aussi soudain, justement, et aussi brutal, c'est un atout ou c'est plutôt un poids dans une carrière qui est très jeune et qui démarre? Est-ce qu'on vous attend au tournant, au fond? Oui, un peu. C'est un atout dans le sens que, effectivement, on reçoit énormément de propositions. Mais c'est aussi quelque chose d'assez dangereux parce qu'il faut choisir les bonnes propositions. Mais c'est sûr que pour quelqu'un comme moi qui a 18 ans, j'ai pas trop de mal à trouver des scénarios, et j'ai plutôt les choses qui viennent vers moi plutôt que moi devoir courir après. Donc c'est vrai que c'est vraiment une chance. Mais maintenant, faut assumer. C'est pas un prix d'interprétation qui fait une carrière. Oui, en effet. Donc vous dites qu'il faut que ça dure. Vous êtes en tout cas en train de tourner un film français, un film d'époque. On en a vu quelques images. Oui, c'est ça, oui, Le Pacte des loups, donc de Christophe Gans. C'est un film sur l'histoire de la bête du Gévaudan avec Samuel Le Bihan, Jérémy Renier, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jean-Yann et Bernard Farcy et plein de gens. Voilà. Alors, en deux mots, on a l'impression quand même que vous êtes à Cannes pour donc présenter une toute petite partie de ce film qui est donc encore en tournage. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans le système maintenant? Dans le système, disons que bon, j'aime beaucoup Cannes, mais à partir du moment où on y a des choses à faire, je crois que... On apprend vite, en tout cas. Ici. Pardon? Vous apprenez vite? Mais j'essaye du moins, j'essaye, oui. Disons que je viens là justement pour ce film, mais je ne vais pas venir pour me balader. Que peut-on vous souhaiter, Émilie? Vous avez du travail à faire, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de vous imposer? Oui, bien sûr, et je veux surtout que ça continue toujours parce que c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout. Donc voilà, si on doit me citer quelque chose, c'est que ça continue toujours. Et c'est vrai que j'ai envie de prendre des risques et de me pousser, et de pousser mes limites et de voir jusqu'où je peux aller, et d'essayer toujours plus difficile et encore plus difficile et toujours bien, j'espère. On vous le souhaite, évidemment, on vous le souhaite. Excellente fin de soirée. Je ne sais pas si vous allez monter les marches ce soir ou demain, en tout cas demain. Merci d'avoir été notre invitée, Émilie. Je terminerai ce journal avec l'élection hier soir à Bombay de Miss Univers 2000. C'est une jeune indienne originaire de Bangalore qui a été choisie. Lara Dutta n'a pas caché évidemment son émotion. Sa victoire était précédée l'an passé par celle d'une autre indienne, la Miss Monde 99. Ces concours de beauté devenant donc un objectif pour des milliers de jeunes indiennes espérant tenter leur chance. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Le pape Jean-Paul II lève le mystère en dévoilant le troisième secret de Fatima devant plusieurs centaines de milliers de pèlerins. Cérémonie ce matin de béatification des deux jeunes bergers. Journée de négociations difficile au 5e jour de la grève des convoyeurs de fonds. Depuis ce matin, réunion entre syndicats et direction, alors que plus de 40% des distributeurs sont à court de billets.
Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Demain à 7h dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit Maria Novak, présidente de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Elle reçoit également le chef indien Raoni. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.